Alors, c'est ce qui terminait la deuxième thématique. On va se lancer dans la troisième thématique qui sera présentée par Serge. Ça traite de l'approche des côtes vivantes. Alors, je vais lui passer la parole. Bonjour, merci beaucoup. Merci à la SANB de l'occasion. Bravo pour l'organisation de ce parloir aussi. Moi, c'est Serge Larochelle. Je travaille pour le groupe de développement durable du pays de Coconne. Et puis, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un exemple assez concret d'un projet qu'on a entrepris par rapport à la programmation des côtes vivantes. Puis, c'est vraiment dans le contexte d'une meilleure gestion du développement des côtes et d'une meilleure compréhension des impacts, des processus de dynamisme de la côte et des impacts, justement, sur des impacts qui donnent comment on peut mieux gérer ces impacts-là. Puis de comprendre un peu plus les processus. Alors, ce que je trouve bien avec justement l'approche côte-vivante, c'est ça nous met dans ce contexte-là, d'une gestion de la zone côtière. Donc, nous, on a travaillé avec un groupe de la Nouvelle-Écosse, Helping Nature Heal, Rosemary Lawrence, qui est la principale, puis qui, de plus de 20 ans, ont mis sur place des programmes pour recréer des écosystèmes côtiers vivants, en comprenant comment fonctionnent les côtes, en imitant la nature. Donc, mieux comprendre les dynamismes peut commencer par mieux comprendre les forces d'érosion. Donc, il y a plusieurs facteurs, entre autres le type de sédiments à la côte, que ce soit une roche-mère ou du sable. Évidemment, les impacts des pluies torrentielles, par exemple, du ruissellement de la terre, par exemple. Comprendre ces impacts-là va permettre de prendre des décisions qui sont appropriées selon le site. L'érosion est aussi un effet, bien sûr, de l'eau de la mer, donc des vagues, les marées, les ondes de tempête. Et donc, prenant ça en compte, on peut mieux prendre nos décisions, justement. Puis, bien sûr, l'élévation du niveau de la mer continue. On a une prédiction que par 2100, le niveau global moyen aura augmenté d'1 mètre. Donc, tout de suite, ça nous fait penser aux zones qui vont se faire affecter. Et puis, cette problématique due largement au changement climatique nous préoccupe de plus en plus. Au-dessus de 60% de la population vit le long des côtes au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quand même une problématique qui intéresse plusieurs, qui peuvent inquiéter plusieurs. C'est que je vais démontrer par un projet qu'on a entrepris au parc communautaire de Coconne, un site qui est quand même assez visionné, donc avec une certaine visibilité. Et puis, on a travaillé avec plusieurs organismes, on a travaillé avec la communauté pour mettre en place ce projet. Et puis, c'est un site qui est justement vulnérable à l'érosion et à l'inondation. C'est un marais, de fait, qui a été rempli il y a plusieurs décennies pour accommoder toutes sortes d'installations. Et puis, un nouveau parc communautaire qui a créé. Donc, il y avait une occasion justement pour créer des zones naturelles et puis pour recomprendre la dynamique de cette côte-là spécifique. Incorporé dans le projet était un atelier pratique où on jumelait l'apprentissage théorique avec l'apprentissage sur le terrain, ou apprendre en faisant. Alors, je vais vous montrer quelques images pour expliquer un peu les méthodes qu'on a utilisées, comment les méthodes sont choisies. Et je vous signale des commentaires qui ont été faits par une quarantaine de participants, donc quelques-uns de ces participants qui auraient rempli un formulaire d'évaluation et donc pour voir comment le projet est une occasion d'apprentissage importante. Donc, d'aller de la théorie à la pratique sur le champ, par exemple, par la préparation d'un jardin pluvial. Un jardin pluvial qui a comme objectif de gérer l'eau de ruissellement provenant du terrain,
Puis, de fait, le ruissellement de l'eau peut représenter au-dessus de 60% des forces érosives. Alors, une bonne gestion est importante. Lors de fortes pluies, on va voir l'érosion qui se passe à la côte, aussi tant que ce qu'on imagine qui seraient les ondes de tempête, etc. Donc, le jardin pluvial a à la base cette fonction-là. Puis, sa fonction initiale, c'est ralentir le débit de l'eau pour pouvoir absorber l'eau. Donc, c'est important dans un tel jardin de choisir des plantes, justement, qui sont appropriées. Puis, bien sûr, ce travail-là prend un effort communautaire. Donc, la communauté travaillant ensemble était un des résultats importants du projet. Ici, on voit quelques différentes plantes qui aiment l'eau, même qui préfèrent avoir les racines mouillées. On voit des quenouilles, par exemple. Alors, c'est en voyant les plantes choisies que les participants apprennent de cette façon-là. On a créé une certaine masse critique de plantes aussi, d'où l'importance d'avoir plusieurs personnes de le faire. Ça assure une meilleure survie des plantes, c'est en train de recréer l'habitat qu'on retrouve sur ce type de marais. Ça aide à faire l'attraction ou attirer les pollinisateurs aussi. Alors, une prochaine technique qu'on a vue suite au jardin pluvial, c'était la naturalisation d'un mur de roche. Alors, au parc communautaire qui est adjacent à la marina, à Cocogne, il y a un mur de roche qui avait déjà été utilisé. Donc, un des systèmes, ce genre de système hybride où on va essayer de naturaliser les roches ou recouvrir les roches. Il y a une technique entre les crevasses des roches où on peut planter différentes plantes qui sont comme l'aspartine, par exemple, qui est résistant au sel qu'on retrouve spécifiquement à la côte. Puis recouvrir les roches, recouvrir le mur de plantes va justement aider à ce qu'il y ait moins de sédimentation. Donc, on est encore là en train de protéger contre les ondes de tempête et protéger contre le ruissellement qui vient de la terre. Une prochaine technique, c'est d'identifier des zones naturelles, des zones tampons naturelles près de la côte. Puis, c'est une activité qu'on a faite aussi. Donc, les participants ont pu apprendre des approches à la plantation de petits arbustes, par exemple. Chose qui se fait pour recréer cette zone tampon. Et ici, on utilise du saule. On voit Rosemary Long, justement, de Helping Nature Heal, qui est en train de montrer à un des participants la bonne technique. Et puis, l'idée là, c'est de créer cette zone-là qui va créer de l'habitat, qui va aider dans le contrôle de sédimentation, aussi aider à bâtir le sol en utilisant des branches, des broussailles, des copeaux de bois pour tranquillement améliorer la fonction de cette zone-là, justement. Alors, sur un atelier qui a eu lieu sur 2 journées, il y a quand même eu des résultats importants. Plus de 600 plantes qui ont été mises en terre. Il y a quand même 250 heures de travail collectif qui a été de façon bénévole en grande partie. Et puis, vraiment démontre l'importance de la collaboration. Il y a un ajout de sol qui a été fait justement pour donner cette base comme il faut pour les plantes, leur donner cette aide de survie. Point intéressant, le sol provenait d'un projet de construction d'un caveau communautaire au Club d'Âge d'Or. Et puis, il y a une partie du terrain qui devait être clairée pour la construction. Et donc, pas mal toute cette terre-là a été transportée de 2-3 kilomètres au site du parc communautaire. Donc, ça veut dire pas de perte de sol local. Et puis, on a utilisé le résidu des plantes qui étaient cette couche-là qui a été enlevée. Alors, ces plantes-là vont populer naturellement avec des espèces indigènes, les nouvelles bermes et la zone tampon au parc communautaire. Puis finalement, un petit endroit qui a été mis en place pour genre d'air de repos, pour maintenir un peu l'objectif de l'endroit qui était justement un parc communautaire, d'encourager les gens de venir explorer la zone naturelle. Et puis, je pense que ça
le produit final qu'on a vu dans la première diapositive démontre justement que l'objectif est atteint ou est en train de s'atteindre, de se réaliser. Puis, alors, comme j'ai mentionné, ceci prend évidemment plusieurs personnes, plusieurs organisations, un travail ardu. Alors, sans les groupes nommés ici et les bénévoles et autres, les mêmes résultats n'auraient pas été atteints. Donc, la Commission de services régionaux péninsule acadienne, l'Association des bassins versants de Shediac, Vision H2O de Cap-Pelé, Nature NB, qui ont aidé à organiser, faire le travail dans la planification. Puis, on doit reconnaître aussi le Fonds de fiducie de la Fonds du Nouveau-Brunswick, ainsi que le Fonds de fiducie pour l'environnement. Donc, deux organismes importants. Si des organisations veulent ou contemplent s'embarquer dans des projets environnementaux, c'est ces deux organismes clés. Alors, sur ça, merci pour l'occasion de parler un peu de cette approche-là, de nos projets. Pour les discussions en groupe, je peux peut-être alimenter un peu en ajoutant, comme j'ai mentionné au début, alors le changement climatique représente un gros impact pour nos côtes. Et puis, je pense qu'on a besoin d'une meilleure planification régionale. Et puis, je pense qu'il faut repenser un peu notre relation. Où est-ce qu'on se bâtit, où est-ce qu'on s'est bâti, où est-ce qu'on se bâtit maintenant et où est-ce qu'on va rester bâti pour la prochaine 2 ou 3 générations. Parce que les impacts se font sentir tout de suite et ne sont que s'accentuer. Voilà, là-dessus, bonne discussion.